Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dimanche en politique en extérieur. Vous le voyez, dans la deuxième ville de notre région. Nous sommes aujourd'hui à Angers, 160 000 habitants, près du double si on compte les 28 autres communes de l'agglomération. Une des cités les plus attractives de France, régulièrement plébiscitée comme une des villes où il fait bon vivre dans notre pays. Mais derrière cette douceur angevine, quelques voyants virent à l'orange, voire au rouge. Taux de chômage supérieur à la moyenne régionale, hausse de la délinquance, tout comme le coût du logement. Des questions qui seront au cœur de la prochaine campagne municipale dans moins de 5 mois. Des questions sur lesquelles nous reviendrons également avec le maire sortant horizon Christophe Béchu, élu depuis 11 ans. Il sera mon invité dans un instant. Mais d'abord, Jérémy Armand et Laurence Couvrant sont allés à la rencontre des Angevins pour savoir justement ce qu'ils pensaient de leur maire et de ses actions. On est à La Roseraie, c'est l'un des quartiers populaires d'Angers, situé au sud de la ville. Et ici, par endroits, le taux de chômage atteint les 40%. Il y a un lieu emblématique où les habitants se retrouvent. C'est ce club de karaté. Bonjour. Bonjour. Imen, vos 4 filles sont passées par ce club de karaté. Ici, dans ce quartier, il y a eu la rénovation urbaine qui a été faite, 3000 logements rénovés. Est-ce que pour vous, c'est suffisant, ça va dans le bon sens ? Alors pour moi, on donne de l'argent, on refait, on rénove. Mais est-ce que les familles vont aller mieux pour autant ? C'est comme si on mettait dans une misère, on les laisse, qu'il faut ressortir et justement montrer à l'extérieur. Donc les transports gratuits, des bus à mettre à disposition. Il y a beaucoup de choses que les habitants ils ont besoin, certainement qu'ils revendiquent, mais qu'on n'entend pas. Et ça, par contre, c'est dommage. On est maintenant sur un parking en plein cœur de ville de 1200 places, gratuit, extérieur, et la question des mobilités sera centrale dans l'élection municipale à venir. Bonjour Martine. Alors vous êtes auxiliaire de vie, vous me disiez, et vous avez besoin de votre voiture pour le travail. Qu'est-ce que vous pensez de la question des mobilités à Angers ? Je trouve qu'il n'y a pas trop de bouchons. Moi, je suis étonnée quand même par rapport à d'autres villes. Bonjour Alice, vous regrettez qu'il n'y ait pas davantage de parking relais, c'est ça ? Alors de parking relais, malheureusement, on est obligé de prendre notre voiture la plupart du temps. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je préférerais pouvoir combiner par exemple le vélo, le bus, etc. Bonjour Mathilde. Alors vous êtes cycliste à Angers, qu'est-ce que vous pensez vous de la place du vélo ici, des pistes cyclables ? Il y a de plus en plus de pistes cyclables qui se développent, donc c'est pas mal, mais c'est vrai que parfois ça peut être compliqué avec certaines voitures. Dans certains ronds-points, etc., des fois on sent qu'on n'est pas trop prioritaire, donc c'est parfois dangereux. On est sur l'un des marchés historiques d'Angers, au nord de la ville, quartier de la Doutre. Ici règne une ambiance de village. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Christophe Béchu en tant que maire ? Écoutez, je pense que c'est assez positif. Il y a beaucoup d'aménagements qui se font, qui se réalisent en fait sur la ville, donc c'est plutôt positif. Bonne journée. Ouais, bonne journée aussi. C'est pas tellement mon bord politique, Christophe Béchu. Cela dit, j'ai l'impression qu'il a fait du bon job sur Angers. Et en même temps, il y a tellement de choses que je comprends pas, les ambitions personnelles. J'imagine que Angers l'intéresse assez peu, que c'est un tremplin. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Virginie Charbonneau. Nous sommes donc dans cette ville d'Angers dont vous êtes le maire, on va le rappeler depuis 2014, ça fait 11 ans maintenant. On va revenir sur les avis des Angevins, les réactions à votre mandat qu'on vient d'entendre à l'instant. Cette jeune femme qui dit notamment que Angers c'est un tremplin pour vous. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est juste un intermède avant de repartir vers Paris et éventuellement un ministère ? C'est une remarque qui m'amuse parce que ça a été utilisé en 2008, utilisé en 2014, utilisé en 2020. Sauf que vous avez été ministre depuis quand même, ce qui n'était pas le cas de vos précédentes candidatures. C'est vrai, mais j'ai refusé 3 fois d'entrer au gouvernement, dont une très récemment. Et quand j'ai accepté, j'avais prévenu les Angevins en amont. J'avais dit en 2014 de manière très claire que si j'étais élu, je ferais tout le mandat sans accepter aucune responsabilité. J'avais dit en 2020 que Jean-Marc Verchères me remplacerait si je devais accepter des responsabilités. Et si je devais être candidat à nouveau, j'aurais évidemment l'occasion de préciser ce que pourraient être mes intentions en la matière. Alors, c'est vous qui amenez le sujet, donc je vais vous la poser, cette question. Est-ce que vous serez candidat pour un 3e mandat consécutif ? Je répondrai très bientôt à cette question. J'avais dit que je prendrais l'été pour mûrir cette décision. Elle est prise désormais et le moment de l'annoncer approche. Bon, il n'y a pas trop de suspense, on peut imaginer, mais en tout cas, ce timing n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on comprend auprès de vous. On va revenir quand même sur cette expérience nationale que vous avez eue pendant 2 ans, ministre de la Transition écologique. Vous l'avez dit depuis, vous êtes un maire différent depuis que vous avez pris ces responsabilités. En quoi vous êtes différent ?
Je vais vous dire d'abord parce que la mairie tout court, ça change. Quand vous êtes dans cette responsabilité qui est au contact des gens, qui est le mandat de proximité par excellence, que vous êtes confronté à eux, en particulier dans des permanences sans rendez-vous, quand vous les croisez dans des manifestations, déjà, vous mesurez la diversité des situations et le besoin de pouvoir être le gardien des équilibres, parce que les attentes des gens ne sont pas les mêmes. Et puis, cette expérience au ministère de l'écologie, elle vous bouleverse. Parce qu'il n'y a pas seulement ce qui se passe localement, il y a aussi ce qui se passe mondialement, et il y a la vitesse d'un dérèglement climatique dont on n'a pas forcément conscience dans le rythme qu'il est en train de prendre. Et pendant qu'on se chamaille pour savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, il y a au contraire besoin de politique sur le moyen, sur le long terme. Et l'avantage dans une ville, c'est que vous pouvez vous projeter sur des politiques de long terme parce que vous n'êtes pas soumis à des remaniements incessants ou à des coups de barre comme ceux qu'on peut connaître d'un point de vue budgétaire dans un contexte politique très particulier, mais quand même. Alors justement, on va y venir à ce contexte politique national sur lequel vous avez forcément un œil. Je rappelle que vous êtes le numéro 2 du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. D'abord, est-ce que vous auriez voté la censure, vous, à Sébastien Lecornu ? Non. Pour une raison simple, c'est que je pense que notre pays a besoin de stabilité, il a surtout besoin d'un budget. Et on ne se rend pas compte que derrière les gouvernements renversés, derrière les bisbilles, depuis 15 mois, notre pays s'affaiblit budgétairement, il s'affaiblit économiquement, il s'affaiblit socialement, diplomatiquement, démocratiquement. Et pas de budget, ça veut dire pas de visibilité pour les acteurs économiques, pas de visibilité pour les ménages. Ça pèse sur notre croissance et ça a des conséquences dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Donc je n'aurais pas voté la censure parce qu'on a besoin d'un budget et qu'on a besoin que les forces politiques essayent de se mettre d'accord. Alors vous n'êtes pas d'accord donc avec Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire, qui dit, elle, évidemment, j'aurais voté la censure. Édouard Philippe, lui, appelle à la démission du chef de l'État. Ça fait pas un peu cacophonique quand même les voix autour de cette situation globale dans votre mouvement ? On est dans une situation politique comme on n'en a jamais connu. Tous ceux qui nous expliquent que c'est un coup de vent, que... Jamais on n'a connu ça. Jamais on s'est retrouvé dans une instabilité. Jamais on s'est retrouvé avec une dissolution qui, au lieu de clarifier les choses, les a compliquées. Et toutes les familles politiques, toute la classe politique est traversée aujourd'hui par un sentiment de sidération, des hésitations entre les socialistes qui décident de donner leur chance au gouvernement, les insoumis qui appellent à censurer, le RN qui veut accélérer le calendrier pour essayer d'obtenir une loi d'amnistie pour Madame Le Pen. Le parti Horizon, lui aussi, il peut y avoir chez nous des expressions qui sont diverses. Mais sincèrement, notre ligne, elle est assez claire. La stabilité et l'intérêt du pays. Quand Édouard Philippe c'est pas tout à fait quand même ce que prône Christelle Morancet en disant il faut renverser la table, c'est plus possible, il faut dissoudre. D'ailleurs, une question, puisqu'on voit que vous n'êtes pas tout à fait raccord avec elle, Christelle Morancet, elle est très clivante. Vous le savez, vous avez d'ailleurs critiqué la méthode l'année dernière. Est-ce que c'est un atout ou un problème pour votre mouvement Horizon ? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors celle-ci sur Christelle Morancet. Je vais répondre à celle-là. Christelle Morancet, elle a exprimé une position individuelle et elle a été la seule au sein d'Horizon à appeler de ses voeux la censure, dont acte. Sur le plan régional, j'ai eu l'occasion de dire que je regrettais la méthode il y a un an, mais j'ai eu aussi l'occasion de dire dans le même temps que chaque collectivité était souveraine, qu'elle répondait à une logique qui était une logique démocratique, et de la même manière que je n'imagine pas qu'elle puisse commenter au quotidien ce que seraient les choix de la ville, je ne commente pas au quotidien ce que sont les choix de la région. Mais vous avez déjà donné votre avis. Si vous êtes candidat dans quelques semaines et si vous êtes réélu en mars prochain, on imagine que vous allez vous engager immédiatement dans une autre campagne. C'est la présidentielle, celle d'Édouard Philippe. Est-ce que ça voudra dire que vous serez un maire assez rapidement parti à nouveau d'Angers ? On est dans de la politique fiction à 2 niveaux, puisque là, votre question, c'est plus seulement de savoir si je serai candidat en 2026, mais c'est de savoir ce que je ferai en 2027. Il n'y a pas un citoyen dans ce pays qui soit maire, qui soit conseiller municipal ou qui n'ait aucun mandat, qui peut se désintéresser de la présidentielle de 2027. Parce que la vérité, c'est qu'il y a tellement de sujets dans notre pays aujourd'hui auxquels il faut qu'on soit capable de s'attaquer. Le monde est devenu plus dangereux. La réélection de Donald Trump fait qu'aujourd'hui, des consensus, par exemple, sur les questions écologiques ont disparu. Les appétits de puissance de la Russie, mais de la Chine aussi, menacent l'équilibre. Et chez nous, on a une situation dans laquelle on a à la fois des services publics qui parfois manquent de moyens et des dépenses publiques qui sont trop élevées et qui nous conduisent à transférer aux générations futures une dette énorme. Un maire, c'est pas quelqu'un qui ne peut pas parler dans le cadre du débat public. Le non-cumul des mandats, il a permis de corriger certains excès, mais dans le même temps, il a privé les élus locaux de la possibilité de pouvoir s'exprimer. Vous le regrettez ? Souhaiteriez qu'on revienne dessus ? Je souhaiterais qu'on revienne dessus, avec des limites. Pas pour un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants, une présidente de région, un président de département, mais qu'on prive des maires de communes rurales ou des adjoints maires de communes plus grandes de pouvoir être élus si c'est le choix des électeurs. Oui, je pense que ce serait
quelque chose qui irait dans le bon sens. Alors ça fera partie d'un autre programme qu'un programme municipal, bien sûr, ce retour éventuel sur le non-cumul des mandats, mais on va revenir à votre ville ici à Angers, dont vous êtes le maire, donc je le rappelle depuis 11 ans maintenant. C'est une agglomération qui gagne 2500 habitants par an, 1000 rien que pour la ville d'Angers, et loger tous ces néo-angevins, notamment les étudiants, ils sont quand même 46 000 ici, eh bien ça devient compliqué. C'est ce que nous expliquaient Eric Aubron et Vincent Reynal. C'est la ville de l'Ouest dont l'attractivité ne cesse de grandir. Angers, régulièrement plébiscité pour son cadre de vie. Une popularité qui a fait grimper le prix de l'immobilier de façon vertigineuse après le Covid. Même si aujourd'hui, le marché tend à se stabiliser. On se rend compte que finalement, en termes de volume, en termes de prix, on est assez proche de ce qu'on retrouve ailleurs. Alors en effet, Angers est attractif. Est-ce que ça crée cette problématique ? Peut-être en partie, mais il y a d'autres facteurs aussi à prendre en ligne de compte. C'est aussi une ville qui est très étudiante, avec du logement aussi étudiant à fournir, pour lesquels aussi il y a des problématiques. Pour attirer les investisseurs, la municipalité a lancé en 2018 un appel à projets de construction innovante, comme cet immeuble en bord de Maine, alliant résidence senior et logement haut de gamme. Des projets jugés trop élitistes pour l'opposition, qui appellent à une maîtrise des tarifs. Ces immeubles ne répondent pas aux attentes de tout le monde aujourd'hui. Il faut qu'on rééquilibre la politique de logement dans la ville. Le fait que certains venant de l'extérieur puissent accéder à du logement, ça crée finalement un accès au logement à 2 vitesses et que les Angevins eux-mêmes ne puissent plus accéder à un logement à Angers. Ces programmes neufs ont suscité une forte demande parisienne qui a contribué à faire bondir les prix. Des biens qui désormais ne trouvent plus systématiquement preneurs en raison des taux d'intérêt à la hausse et du pouvoir d'achat en berne. Sur Angers même, centre-ville, les prix sont quand même relativement élevés et les acquéreurs, les primo-accédants ou les acquéreurs qui ont des moyens un petit peu plus modestes se retrouvent à être un peu plus à s'excentrer d'Angers, être plutôt première couronne, voire deuxième couronne. Ainsi, le prix médian d'un appartement neuf à Angers s'élève à 4 900 € du mètre carré. C'est plus de 10% de hausse par rapport à l'an passé. J'ai pas pu acheter dans les Hauts-de-Saint-Aubin parce que l'immobilier est trop cher dans ce quartier, donc j'ai acheté sur le quartier Montplaisir. Ici, j'aurais pu acheter un T3, mais si j'avais un deuxième enfant, ça aurait été trop petit et plus du tout adapté. On regardait les annonces, nous on est de Toulouse, et on s'attendait à ce que ça soit un peu moins cher, et finalement on trouve que c'est quand même assez cher au niveau des prix. Bon, moi j'ai dû prendre un logement étudiant, meublé pour parce que j'avais un emploi, mais du coup pour trouver quelque chose, on va dire un toit tout simplement. Cette animatrice de l'association CLCV constate quant à elle une saturation du parc locatif social de la ville, avec environ 10 000 dossiers en attente. Les gens qui mettaient 6 mois à déménager à l'intérieur du parc ou à entrer sur le parc, il y a une dizaine d'années, aujourd'hui peuvent mettre 18 mois jusqu'à 2 ans en fait. D'ici 2027, l'agglomération angevine a prévu la construction de 7 000 logements supplémentaires. Voilà donc pour ces 7000 logements supplémentaires qui seront bienvenus dans l'agglomération d'Angers. Christophe Béchu, on sait que cette ville elle est attractive, on sait qu'il y a eu de nombreux Parisiens qui sont venus avec le Covid. Malgré tout, est-ce que c'est une crise du logement dont vous reconnaissez que vous ne l'avez pas suffisamment anticipée ? Non. Il y a une crise du logement qui est partout en Europe d'abord, avec une augmentation des prix. Et la vérité, c'est qu'on a augmenté de 47% le nombre de logements qu'on a commencé depuis 2015 par rapport aux 10 ans précédents. Le chiffre, il est facile à vérifier. On est à près de 11 500 logements entre 2014 et 2025. Je parle de lancement de chantier, quand on était à 7 500 sur une période comparable auparavant. Donc on a augmenté en particulier sur les étudiants. C'est près de 3000 logements étudiants qu'on aura sortis de terre dans le seul mandat dont nous discutons. Et pourtant, ça reste la ville de l'Ouest où il est le plus difficile de se loger pour les étudiants. Vous le savez, ils le disent beaucoup. C'était vrai à l'exception de cette rentrée, où y compris la présidente de l'université, le vice-président étudiant ont eu l'occasion de dire qu'il y avait nettement moins de difficultés cette année et qu'il restait des logements en début d'année. Le problème, c'est pas la disponibilité des logements, c'est leur prix. Et donc, on continue à faire sortir des logements pour que ce soit des logements moins chers, parce que sinon, on se retrouve avec une spéculation sur le plan des loyers. Mais une chose qui me semble très importante, on a augmenté la construction du nombre de logements, mais moi, je ne suis pas dans une logique qui consiste à dire, puisqu'il y a des gens qui veulent venir, on va encore augmenter le rythme de la construction. Ce qui fait la qualité d'Angers, c'est que c'est précisément une ville d'équilibre. Et pour rester une ville à taille humaine, il faut maîtriser le nombre de logements qu'on construit et assumer qu'on veut préserver des espaces verts, qu'on refuse d'aller faire de la densité partout.
Angers, c'est Angers. Et l'équilibre d'Angers, c'est un développement qui est un développement assumé, mais maîtrisé. Est-ce que Nous votre gagnons des contre-exemple, habitants c'est comme Nantes? jamais C'est ce que vous auparavant. dites régulièrement, hein, Angers ne doit surtout pas devenir Nantes, c'est votre contre-exemple? Dans beaucoup de domaines, ça l'est. Et je vais vous dire, ça fait partie des questions que me posent les nouveaux Angevins. Il y a 3 semaines, j'accueillais, comme je le fais désormais 3 fois par an, une partie des nouveaux Angevins. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que vous pouvez nous garantir qu'Angers ne deviendra pas Nantes? Ce qu'il y a eu là-bas, à la fois en termes de construction, je pense, une moindre attention aux équilibres, et puis parce que sur la question de la sécurité, il y a eu un déni, un angélisme qui fait que Nantes a été une des dernières villes de France à se doter de caméras de vidéoprotection et là-dessus à faire son aggiornamento. On va y venir dans un instant à cette insécurité, mais j'aimerais revenir à l'attractivité dont vous parliez, à ce cadre de vie et à la facilité de se déplacer dans cette ville. On a entendu la dame qui a dit tout à l'heure, finalement, c'est assez simple de se déplacer. On a entendu aussi cet autre qui nous dit il faudrait des transports gratuits à Angers. Est-ce que ça, c'est en projet éventuel? Au cours de ces dernières années, la part des déplacements en voiture est passée sous les 50%. Le nombre de déplacements cyclables a été multiplié par 2 et grâce aux nouvelles lignes de tram qu'on a livrées pendant ce mandat, on a augmenté de près de 30% la fréquentation des transports en commun et on a largement désormais dépassé les chiffres d'avant Covid parce qu'on a connu des difficultés à la suite de la pandémie. Cet équilibre, le fait de faire attention à tout, c'est notre obsession. Parce qu'Angers, c'est pas seulement la ville des Angevins. Mais pas de transport gratuit, c'était ma question. Parce qu'Angers, c'est pas seulement la ville des Angevins, c'est la ville aussi de tous les habitants du département. Les transports gratuits, c'est une aberration écologique et budgétaire. C'est pas moi qui le dis le mieux, c'est le président de la métropole de Lyon qui explique très bien, comme la maire écologiste de Strasbourg, que les transports publics, ils n'ont pas besoin de moins de recettes, ils ont besoin de plus de fréquences. Tous les ans, on fait une enquête et on dit aux Angevins, vous prenez le bus ou le tram, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Ou vous prenez pas le bus et le tram. Ils vous parlent pas du prix, ils vous disent il faut plus de bus, il faut plus de trams plus souvent. Ils demandent plus de fréquences, plus de propreté, plus de sécurité. Et aujourd'hui, on investit dans plus de fréquences. Donc ça fera et dans pas plus de partie de matériel. votre éventuel programme d'éventuels futurs candidats. Je souhaite en tout cas, que ça ne fasse partie du programme de personne parce que c'est mentir aux gens de laisser penser qu'avec moins d'argent, on fera mieux. Et s'il fallait augmenter les impôts pour remplacer la part des usagers, les usagers ils ne payent que 25% du prix total. Les 3/4 sont pris en charge par de l'impôt. Mais si vous faites tout gratuit, il y aura moins de services ou il y aura une augmentation de la fiscalité alors qu'on en a besoin pour autre chose. En tout cas, ce sujet des mobilités et de la place de la voiture aussi, c'est celui sur lequel a choisi de vous interroger un candidat qui, lui, est déjà déclaré au municipal, candidat d'Union de la gauche et des écologistes. C'est Romain Lavaux. On l'écoute, vous lui répondez ensuite. Pour faire face au réchauffement climatique et limiter l'empreinte carbone de notre territoire, nous avons voté à l'unanimité pour construire une 2e ligne de tramway entre Belleveille et Montplaisir et nous l'avons inaugurée il y a 2 ans. C'est un investissement conséquent de 250 millions d'euros et qui était crucial, mais il demande de l'accompagnement parce qu'on constate qu'il y a eu une augmentation de la fréquentation des transports en commun de 6,5% depuis 6 ans, ce qui est finalement assez peu alors qu'on aurait pu accompagner ce changement d'habitude avec une piétonisation forte ou des pistes cyclables sécurisées comme l'ont fait Rennes par exemple ou Tours. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait et pourquoi avez-vous préféré construire un parking de 300 places à côté du château qui donne un mauvais signal et qui n'était pas forcément nécessaire? Christophe Béchu, vous répondez quoi, Romain Lavaux? Je réponds que je sais qu'on a voté cette urgence climatique puisque c'est précisément ma majorité qui l'a proposé et que ça a été voté à l'unanimité. Qu'on a, comme je viens de vous le dire, à la fois considérablement accentué nos investissements sur l'ensemble des transports en commun et qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans le fait de parler de ce parking près du château. D'abord, c'est un engagement de Il est campagne. juste derrière vous, là-bas. Exactement. Et pour bien que, y compris ceux qui n'habitent pas Angers, comprennent de quoi on parle, il y avait un parking à ciel ouvert, juste à côté du château. On a piétonisé l'ensemble de cet espace. On va, à partir du milieu du mois de novembre, le rendre aux Angevins, aux piétons, aux cyclistes. On a diminué les emprises pour les voitures. On a créé des pistes cyclables sécurisées. Simplement, ces voitures, on les met dans un parking silo, de manière à libérer de la place sur cette opération, mais pas seulement, puisque dans le même temps, on piétonise le devant de la cathédrale, les abords de la bibliothèque. Et ce qui est cocasse, c'est que c'est exactement ce que fait la ville de Rennes, que cite M. Lavaux dans son exemple. Construire un parking silo de 300 places pour pouvoir libérer de l'espace sur la place publique. Mais vous voyez bien ce sur quoi vous attaque Romain Lavaux, hein, c'est le fait d'avoir été certes ministre de la transition écologique, mais de ne pas être assez vert dans votre ville. Est-ce que vous êtes plus vert qu'avant de partir? Vous avez dit d'ailleurs il faut changer de braquet. Madame Charbonneau, vous savez, l'écologie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui en font. Quand je suis arrivé, il y avait 8% de bio dans les cantines. On a multiplié ce chiffre par 5. Quand je suis arrivé,
On avait une place, y compris comme la place du ralliement, qui avait été entièrement minéralisée par les amis de M. Lavaux. Ils avaient construit 75 000 mètres carrés avec 4 000 places de Donc vous n'avez pas de leçon d'écologie à recevoir de Romain Lavaux ou d'autres. C'est ce que vous nous dites. Mais est-ce que vous reconnaissez que vous êtes sur plus la vert aujourd'hui? Sur les transports en commun, sur le manger local, sur tous ces sujets. Bien sûr que j'ai changé. Et bien sûr que, à la fois, comme les habitants, et sans doute plus qu'une partie d'entre eux, compte tenu de mes responsabilités, sur beaucoup de sujets, mes convictions écologiques se sont renforcées. Mais pas une écologie qui est une écologie sectaire. Pas une écologie, par exemple, qui consiste à dire que si on n'est pas de gauche, on n'a pas le droit d'être écologiste. De manière très concrète, l'écologie, c'est d'abord embarquer les gens pour qu'ils comprennent ce que nous faisons. C'est pas les opposer les uns aux autres. C'est pas dire il y a les méchants automobilistes et il y a les gentils cyclistes. Il y a les gentils piétons et il y a les méchants en trottinette. C'est regarder comment tout le monde vit ensemble. On est dans un monde qui est déjà tellement brutal. On a besoin d'aller mettre de l'apaisement, d'aller mettre du rassemblement. Et c'est ce que je m'efforce de faire comme maire et que je continuerai à faire jusqu'au dernier jour de ce mandat. Ça promet des débats intéressants, en tout cas avec Romain Lavaux, si vous êtes candidat pour un 3e mandat. On va revenir à un autre sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parlait de Nantes. Un des mots dont est accusée cette ville depuis des années maintenant, c'est l'insécurité. Jusque-là, Angers était plutôt épargné. Ça n'est plus le cas. C'est ce que vous reproche d'ailleurs Aurore Laondès. Elle n'est pas candidate à la mairie de Nantes, mais elle est déléguée départementale du Rassemblement national dans le Maine-et-Loire. Bonjour Monsieur Béchu. Vous n'êtes pas sans savoir que l'insécurité explose partout en France et Angers n'a pas été épargné. Meurtres, agressions physiques et sexuelles, trafic de drogue entre autres. Malheureusement, la liste est bien trop longue. En tant que jeune femme, je fais partie des personnes à en subir les conséquences. Rentrer seule chez moi le soir est devenu de plus en plus dangereux au cours des 10 dernières années. J'aimerais donc vous demander pourquoi vous n'avez pas fait plus pour garantir la sécurité des Angevins lors de vos mandats. Nous accusons une hausse de l'insécurité que vous n'avez pas été capable d'endiguer. On vient d'entendre Aurore Laondès qui ne sera pas candidate à la mairie d'Angers et pas de Nantes, je le précise. La délinquance, Christophe Béchu, elle a été en hausse de plus de 2% entre 2023 et 2024 à Angers, notamment sur les vols, les escroqueries. Il y a eu ces faits divers, on pense à cette tentative de meurtre d'un mineur de 15 ans sur un autre mineur il y a quelques jours sur un terrain de football. Certes, ces chiffres sont en baisse depuis le début de l'année, mais est-ce que vous n'avez pas mis trop de temps, comme le dit Aurore Laondès, à prendre la mesure de ce sujet ? D'abord, se battre contre l'insécurité, ça devrait être le combat de tout le monde. Il ne devrait pas y avoir de clivage sur des sujets comme cela. Et je regrette qu'à chaque fois que j'ai proposé des mesures depuis 10 ans, l'opposition est systématiquement votée contre les caméras, contre l'augmentation des effectifs, contre des chiens, contre des brigades de nuit, contre l'équipement des policiers municipaux. C'est quasiment dans les premières mesures qu'on a prises. Sortir de ce déni sur les questions de sécurité. Il y avait, pour ainsi dire, pas de caméras de vidéoprotection en Angers, il y en aura près de 300 à la fin de cette année. On a augmenté les effectifs de la police de 50%. Mais un maire peut pas tout. Et on est dans un contexte où partout en France, on a eu une augmentation des faits, de la délinquance. On est la 39e ville sur 40 quand on regarde et qu'on compare les chiffres de l'insécurité. Mais ça ne me satisfait pas, même si on était 40e sur 40. Et donc, entre guillemets, les moins mauvais, le sujet, c'est bien la sécurité globale des Angevins. Mais vous avez pris conscience de ce problème. La preuve, c'est que vous avez changé d'avis sur l'armement des policiers municipaux. D'ailleurs, quand est-ce qu'on les verra armés dans les rues d'Angers ? Si on a pris la décision de changer d'avis, parce que vous avez raison, j'étais pas initialement favorable au fait d'armer la police municipale. Mais devant tout ça, comme les maires de Bordeaux, de Saint-Nazaire, de d'autres, protéger ceux qui nous protègent, ça fait partie de la mission des maires. Et compte tenu des délais de formation, compte tenu de l'acquisition du matériel, c'est à partir du début de l'année prochaine qu'on aura le déploiement de l'armement létal pour l'ensemble des équipes de la police municipale au fur et à mesure de l'année 2026. D'abord avec les équipes de nuit, puis progressivement la totalité des 75 policiers municipaux dont nous disposons. Alors ce sujet de la sécurité, il coûte, c'est 300 000 €, rien que pour l'armement de la police municipale. C'est un sujet sur lequel vous êtes critiqué par votre opposition aussi, qui dit que vous avez un peu cramé la caisse à Angers, pour reprendre l'expression d'une personne que vous connaissez bien. L'endettement, il a été multiplié par 2,5 en 10 ans dans la ville d'Angers. C'est assez peu orthodoxe pour un parti comme le vôtre, Horizon, qui plaide justement pour la santé des comptes publics. L'endettement a progressé, mais l'épargne a progressé dans les mêmes proportions. Exactement comme un ménage qui verrait son revenu augmenter, qui donc augmenterait sa dette en proportion. Donc notre capacité de désendettement, elle n'a pas bougé. Et malgré le trou qu'on a connu, elle est un petit peu augmentée quand même, oui, en termes d'années. Elle est restée sous la norme, mais elle a augmenté. J'anticipe très légèrement ce qu'on va constater dans quelques semaines, avec la fin d'une année 2025, où notre épargne va être consolidée. C'est la deuxième année où nous
diminuons la dette, malgré les difficultés qu'on a connues. Dans la moitié des villes de plus de 100 000 habitants, les maires ont pris la décision d'augmenter les impôts. Nous avons dit qu'on n'augmenterait pas les impôts, on ne l'a pas fait. On a serré la vis dans un certain nombre de domaines. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de problème de dette à Angers? Nous avons une dette qui est sous la moyenne des grandes villes et nous avons une capacité de désendettement qui est à la moitié des seuils critiques, aux alentours des 6 ans. Quand il ne faut pas dépasser les 12 ans, la situation financière, elle est meilleure que celle que nous avons trouvée quand nous sommes arrivés. Un dernier mot, Angers est parfois qualifié de bastion de l'ultra-droite. On pense notamment à ce mouvement de l'Alvarium qui a été dissous sur décision ministérielle il y a quelques années, à ces bagarres qui ont dégénéré avec des condamnations de plusieurs membres de l'extrême droite. Pourtant, vous avez refusé, il y a quelques mois, de voter un vœu de l'opposition pour faire d'Angers une ville antifasciste. Pourquoi? C'est assez consensuel, ça. Ce qui devrait être consensuel, c'est de se battre contre tous les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Si on ne voit pas qu'aujourd'hui dans ce pays, un des carburants de l'extrême droite, c'est une extrême gauche qui fait du communautarisme pour des raisons qui sont des raisons électorales. Donc vous les mettez au même niveau, extrême gauche et extrême droite? Moi, vous savez, ceux qui nous expliquent que tout est de la faute des étrangers ou ceux qui nous expliquent que tout est de la faute des riches, ceux qui sont complaisants avec la violence, ceux qui cherchent à importer ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières pour en faire des sujets de clivage, ceux qui prospèrent sur les problèmes au lieu d'essayer de les régler, je les mets dans le même sac. Et ce que j'ai proposé à l'opposition, c'est qu'on dise que la ville, elle refusait les extrêmes. Et ce qui me dérange, c'est précisément d'avoir une opposition qui refuse de condamner l'extrême gauche avec la même force qu'elle condamne l'extrême droite. Est-ce que vous considérez qu'il y a malgré tout un problème d'ultra-droite à Angers? On a des nervis, on a effectivement des gens dont les comportements sont scandaleux, qui méritent d'être en prison pour les comportements qu'ils ont. J'ai personnellement plaidé pour la dissolution de l'Alvarium et ils ne m'ont pas épargné, y compris dans les attaques. Je remarque juste une chose, c'est qu'il y a 6 ans aux élections municipales, c'était moins de 5% le Rassemblement national. Et LFI, c'était 5,1%. Ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des Angevins, quelles que soient les offres qui leur seront proposées, continuent à se tenir à l'écart d'extrêmes qui ne prospèrent que sur le chaos. Et je déplore, je regrette que LFI ait tellement bien réussi à cliver dans la société qu'aujourd'hui, ils rendent presque respectable une partie des élus RN et qu'ils puissent participer à l'envie de quelques-uns de les essayer sur le plan national. Merci beaucoup Christophe Béchu d'avoir participé à ce dimanche en politique ici dans cette ville d'Angers. Merci à vous. Bonne journée à vous, merci de nous avoir suivis pour ce dimanche en politique.